gagnent du momentum. Leur faites pas. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, partager l'écran. Bon, du coup, on va finir le cours sur la dérivabilité et normalement, on devrait avoir le temps de faire des exercices. On fera sur... donc, j'ai l'impression qu'on avait fait la plupart des exercices sur les fonctions continues. Peut-être que donc, ils sont un peu plus compliqués, je trouve, ceux d'après. Donc, vous voyez, l'exercice 6.14, il faut intervenir la fonction caractéristique des rationnels, qui a beaucoup de propriétés qui permettent de... donner des contre-exemples. Mais bon, il y a beaucoup d'exercices sur la dérivabilité, donc on va peut-être faire ça plutôt. Alors, donc dérivabilité suite. Donc, suite de la suite. Donc, on va commencer par le théorème que j'avais donné en TD, le théorème des accroissements finis. Donc, si f de AB dans R continue est dérivable sur AB ouvert, alors il existe C appartenant à AB tel que donc f de B moins f de A, ce soit égal à, en dessous, tel que f de B moins f de A soit égal à f' de C fois B moins A.
Donc, cette inégalité, cette égalité-là, elle peut s'écrire f' de c est égal à f de b moins f de a divisé par b moins a, sachant que cette quantité-là, ça, donc ça c'est la pente de la droite du plan passant par les points A, f de A et B, f de B. Et donc, il existe un C entre A et B, tel que la dérivée au point C de f, c'est-à-dire la pente de la tangente du graphe de f au point C, ça correspond à la pente entre les points A, f de A et B, f de B. Donc, j'avais fait un petit dessin quand j'en avais parlé en TD. Alors, je vais essayer de faire un truc plutôt comme ça. A, B, f de A, f de B. Alors, et je vais faire le trait en plus gros. Donc, OK. Donc, on a la droite. Donc, je vais faire, si je peux faire en plus fin. Hop. Donc, ça, c'est la droite. Ça, c'est la droite passant par A, f de A et B, f de B. Et ensuite, alors, du coup, en fait, il y a des points pour lesquels la tangente à la courbe, elle sera parallèle à cette droite-là. Donc, par exemple, je pense que vers ce point-là, là, ce sera la tangente sera parallèle à celle-ci. Et il y a aussi, par exemple, ce point-là, à peu près. Donc ça, c'est un C1, c'est un C2. Donc C1 et C2 conviennent
pour le théorème. En fait, on a f' de C1 qui va être égal à f de B moins f de A divisé par B moins A qui va être égal à f' de C2. Donc, je vais tracer les tangentes. C'est à peu près parallèle, quoi. Ok. Alors, en fait, le théorème de Rolle, c'est un cas particulier. En fait, le théorème des accroissements finis, il peut... Donc, cela généralise le théorème de Rolle. Parce que, en fait, le théorème de Rolle, c'est lorsque f de A égale f de B. Donc, dans Rolle, en fait, f de A égale f de B. Du coup, en fait, la conclusion de Rolle est que il existe C en AB tel que f' de C égale 0. Et que f' de C égale 0 pour un C appartenant à AB. Donc, en fait, si vous prenez, si vous écrivez le théorème des accroissements finis avec f de A égale f de B, vous obtenez le théorème de Rolle, en fait. Mais en fait, c'est parce que ces deux théorèmes sont parfaitement liés, ils sont équivalents, en fait. Parce que pour démontrer le théorème des accroissements finis, on utilise le théorème de Rolle. Alors, moi, je ne sais jamais faire cette preuve-là. Je vais essayer de la faire parce qu'il donne une indication. Donc, en fait, vous voyez, quand on regarde le graphique ici, donc le théorème de Rolle, c'est quand f de A égale f de B. Alors, ce qu'on espère faire, c'est, vous voyez, si on penche la tête, qu'on fait en sorte que cette grande droite soit horizontale en penchant la tête. En fait, on peut espérer peut-être appliquer le théorème de Rolle avec ce morceau horizontal. Donc, preuve. Donc, ça, c'est la preuve de Rolle implique accroissement fini. Monsieur, alors pour le théorème des accroissements finis, il faut que la fonction soit croissante. Non, non, pas forcément. Ok.
Non, non, c'est pas du tout. Sur mon dessin, elle était croissante, mais elle pouvait faire, elle pouvait faire comme ça. Ok, merci. C'était pas du tout. D'ailleurs, elle n'est pas croissante là. Ici, là, il y a une. Enfin, non, non, ça, c'est pas du tout une question de croissance. D'ailleurs, f de B pourrait être plus petit que f de A. D'ailleurs, oui, c'est. Ah oui, c'est un 2. Ok. Alors, donc en fait, on va prendre quand f de x égale f de x plus kx, où on va déterminer le réel k tel que appliquer le théorème de Rolle à f de x permettra d'en déduire les accroissements finis pour f. Donc, on veut que f de A égale f de B. Donc, à gauche, ça fait f de A plus KA égale f de B plus KB. Donc ça, on en déduit que K, ça doit être égal à c'est f de A. Donc K, je fais passer de l'autre côté. Ça fait K fois B moins A qui est égal à f de A moins f de B divisé par B moins A. Alors, je trouve ça bizarre que ce soit... Voilà, donc en fait, ça, c'est moins la pente. C'est moins f de B moins f de A divisé par B moins A. Donc, d'après Rolle, il existe C appartenant à AB tel que f' de C égale 0 et f' de C, c'est égal à f' de C plus K, donc plus K, c'est égal à f' de C moins f de B moins f de A divisé par B moins A. Et ça, c'est égal à 0, et là, c'est la fin. Donc, il existe C tel que cette quantité-là fasse 0. Donc, vous voyez, à partir du résultat, à partir du théorème de Rolle qui traite le cas où la pente vaut 0, on se ramène au cas des pentes générales en modifiant f par une fonction affine, même ça c'est une fonction linéaire. Donc on modifie f par une fonction affine de telle sorte que on puisse appliquer Rolle à grand F. Et en fait, l'application de Rolle à grand F
c'est équivalent au théorème des accroissements finis pour petit f. Vous voyez, on a modifié petit f pour en déduire le résultat. Alors, bon, ça, c'est très pratique pour… je vous rappelle, en TD. En TD, on a vu que donc si on prend… Si f va de R plus dans R tel que, qui est dérivable, d'ailleurs on peut juste mettre R je pense, tel que f' de x tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini, alors f de x plus 1 moins f de x tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc x racine de x plus 1 moins racine de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Ln de x plus 1 moins ln de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Bon. Aussi, par exemple, vous pouvez en déduire que quel que soit xy appartenant à R, sinus de x moins sinus de y, ça c'est plus petit que x moins y. Donc ça, en fait, ça c'est le cas, ça c'est la conclusion, c'est le théorème des accroissements finis. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'inégalité des accroissements finis. Donc en fait, à la limite, ça je vais en parler plus tard. Donc les accroissements finis, donc permettent de déduire des choses sur f lorsque l'on a des connaissances sur f'. Par exemple, vous voyez que si jamais f' est toujours positive, en fait, le théorème des accroissements finis, il va vous donner que si jamais f' est toujours positive, alors en fait, f est croissante. Ça vous le donne. Alors, est-ce que j'ai une belle application du théorème des accroissements finis?
Alors moi, il y en a une que j'aime bien. Alors, une autre application. Donc, je vais prendre f qui va de 0,1 dans R. Alors, moi, je vais m'intéresser à ce qui se passe en 0. Hein. Alors, je ne vais pas prendre ouvert en 0. Je vais prendre fermé en 0. Je vais la prendre continue sur 0,1 et dérivable sur 0,1. Et la question, c'est est-ce qu'elle va être dérivable à droite en 0? Donc, on suppose que f', que la limite de f' de x quand x tend vers 0 existe, égale L, alors f est dérivable donc en 0 plus de dérivée L. Et la preuve, c'est que je vais faire donc en fait f dérivable en 0 plus signifie que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0, existe, et ça vaut, en fait, ça c'est toujours, je vais écrire en rouge, donc ça c'est toujours égal à un f' de cx pour cx appartenant à 0x. Donc en fait, ça c'est égal à donc ça en fait, ça va être égal à la limite lorsque C tend vers 0 de f' de C. Et ça fait L. Donc du coup, f est bien dérivable en 0 plus. Et du coup, sa dérivée à droite, c'est L. Du coup, f' de 0, donc ça c'est à droite, égale L. Voilà, donc vous voyez, si jamais on sait que f' admet une limite au bord de l'intervalle, alors la fonction, en fait, elle est dérivable
en cette borne. Et ça, c'est le théorème des accroissements finis. Parce que quand vous faites le taux d'accroissement, en fait, ça fait une certaine dérivée qui, elle, admet une limite. Alors, OK. Alors, on passe à donc, une conséquence du théorème des accroissements finis, c'est l'inégalité des accroissements finis. Donc, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Est l'inégalité des accroissements finis. Donc, théorème. Je prends f de I dans R, dérivable. Donc, I, c'est un intervalle. Tel que, quel que soit x appartenant à I, f' de x soit plus petit que m. Donc, c'est tel que il existe un m. Donc, ça veut dire f' de x est borné par m sur I. Alors, quel que soit x, y appartenant à I, f de x moins f de y, ça c'est plus petit que m fois x moins y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, qu'est-ce que ça implique cette égalité-là? Donc en fait, ça c'est juste une application, c'est-à-dire que donc, la preuve c'est très simple. Preuve c'est très simple. F de x moins f de y, c'est égal à f' de c fois x moins y pour un certain c appartenant à x, y. Et donc, par hypothèse, f' de c c'est plus petit que m, implique, en fait, vu qu'on a l'égalité, on a valeur absolue de f de x moins f de y qui est égale à valeur absolue de f' de c fois valeur absolue de x moins y. Ça, c'est inférieur ou égal à m fois x moins y. Alors, OK. Ça, c'est la fin de la preuve. Mais bon, vous voyez, il n'y a aucune difficulté. En fait, l'inégalité des accroissements finis, c'est juste le théorème des accroissements finis, donc l'égalité des accroissements finis. Et bah, juste, on passe à la valeur absolue et on majore, et c'est la fin.
Donc, c'est une conséquence presque immédiate. C'est une évidence évidente. Et donc, j'avais donné tout à l'heure, je l'ai fait un peu trop tôt, mais par exemple, les fonctions sinus et cosinus, c'est des bons candidats pour appliquer cette inégalité parce que, du coup, quel que soit x, y appartenant à R, sinus de x moins sinus de y, ça c'est plus petit que x moins y, vu que la dérivée de sinus, elle est toujours bornée par 1. Vous voyez donc arctan prime de x, ça fait 1 sur 1 plus x carré. Ça, c'est toujours plus petit que 1 sur R. Donc, arctan de x moins arctan de y, ça, c'est plus petit que x moins y. Alors, est-ce que j'ai un exemple avec la fonction exponentielle? J'aimerais bien trouver un exemple avec la fonction exponentielle. Donc, si j'écris je ne suis pas sûr d'avoir d'exemple comme ça sous la main, mais c'est très pratique pour le théorème des accroissements finis. Fini avec plus l'inégalité. Donc j'ai dit que c'était pratique pour conclure des choses sur f quand on connaît des choses sur f'. En fait, ça peut permettre de mesurer la distance entre deux valeurs f de x et f de y à l'aide de f'. Donc, si vous voulez, par exemple, ln de non, je n'ai pas forcément d'exemple directement, mais je suis sûr que dans les exercices, on en verra. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, voilà, les fonctions lipschitziennes. Oui, je vais essayer de trouver juste un autre truc à dire entre-temps.
oui, donc ça, je l'avais juste dit à l'oral, mais si f' de x est positive sur le segment, donc sur AB, alors f de B moins f de A qui est égal à f' de x fois B moins A, sachant que ça c'est positif, ça c'est positif, donc ça implique que ça soit positif. En fait, alors, f est croissante. Donc, vous voyez, ça permet de déduire le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis. Ça permet d'en déduire que si une fonction a une dérivée positive, alors la fonction est croissante. Donc, au cas où vous aviez l'impression de l'avoir appris par cœur, ça donne une preuve. Alors, moi, je voulais parler des fonctions lipschitziennes. Donc, une fonction de I dans R est dite M lipschitzienne si, quel que soit x, y appartenant à I, f de x moins f de y soit plus petit que m fois x moins y. OK. Excusez-moi. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous voulez, donc une fonction est dite lipschitzienne tout court si il existe M tel que f soit M lipschitzienne. Donc, f dérivable à dérivée bornée par M, ça entraîne f M lipschitzienne. Et f lipschitzienne, ça entraîne f continu. Donc, du coup, vous voyez, les fonctions lipschitziennes, elles sont... ce sont des fonctions continues particulières, mais elles sont plus générales que les fonctions dérivables, à dérivée bornée. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc,
f de x moins f de y, x moins y, signifie que le taux d'accroissement de f, donc, qui est en fait f de x moins f de y divisé par x moins y, est borné par m. Donc, ça veut dire que donc, on passe un petit peu de temps sur les fonctions lipschitziennes. Donc, si on essaye de faire un dessin, donc je prends f de donc 1, f de a, et je vais faire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f ne peut pas aller plus loin qu'un truc de pente m. Donc, je fais une droite en violet. Donc, si ça, je décide, donc, ces droites-là, je les fais de pente m. De pente m et moins m. En fait, f qui est ici, elle ne peut pas dépasser donc, f doit rester dans cette zone. En fait, elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas aller trop vite vers le haut. Parce que ça voudrait dire qu'elle a un taux d'accroissement trop grand, qui est plus grand que m. OK, donc ça c'est... donc ceci ici, sur le dessin, c'est la condition de lipschitzianité en A, mais une fonction lipschitzienne, M lipschitzienne, vérifie ceci en tout point. Donc, lipschitzienne n'entraîne pas dérivable, mais ça reste, mais c'est quand même une condition, de régularité, une condition assez régulière. Donc, assez régulière sur la fonction.
Donc, pourquoi ça nous intéresse? Alors, déjà, donc, les fonctions lipschitziennes, elles vont intervenir dans le cours sur les équations différentielles. Donc, je ne vous dis pas ça, ce n'est pas, des bobards qui servent à rien. En fait, c'est dans le lien entre delta et upsilon dans la continuité. Donc, F lipschitzienne entraîne F continu. Parce que vous voyez que x moins y, donc si y tend vers x, alors f de y tend vers f de x. Mais en fait, c'est une... Donc, quel que soit upsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif, tel que quel que soit y appartenant donc f continu sur i, ça signifie quel que soit x appartenant à i, quel que soit upsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif tel que quel que soit y dans i, y moins x plus petit que delta entraîne que f de y moins f de x soit plus petit que upsilon. Sauf qu'en fait, ici, on peut faire mieux. Parce que f lipschitzienne, donc m lipschitzienne sur i, ça implique que, quel que soit upsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif, tel que quel que soit xy appartenant à i, x moins y inférieur ou égal à delta entraîne que f de y moins f de x soit plus petit que upsilon. Parce que on prend en fait, cette fois, vu qu'elle est lipschitzienne, ça fait, donc je vais l'écrire en violet, je vais l'écrire en rouge, f de y moins f de x, ça c'est plus petit que m fois x moins y, qui est plus petit que delta fois m fois delta, et donc on prend delta qui vaut upsilon sur m.
Et quelle est la différence, quel est l'aspect fondamental de ce truc-là? C'est que, donc, déjà, on a exprimé delta par rapport à upsilon. Et ça, concrètement, ça, c'est des informations importantes parce que pour garantir que deux valeurs de f soient distantes de upsilon, on sait que comme elle est continue, il va exister delta tel que si x et y sont proches, sont à distance au plus delta, alors les valeurs de f vont être à distance au plus upsilon. Mais du coup, si on connaît le delta qui correspond à tel upsilon, en fait, on arrive à bien contrôler la fonction. Et là, si on prend delta, on ne peut que l'exprimer à l'aide de la constante de lipschitzianité. Et vous voyez, si m est de plus en plus grand, si m est très grand, ce qui donne une inégalité plus faible, plus m est petit, plus le delta il va être optimisé. OK, donc ça c'est une chose. Donc déjà, être lipschitzienne, ça implique que on connaît delta par rapport à upsilon. On arrive à bien contrôler delta par rapport à upsilon. Mais il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que ici, delta, en fait, il dépend de x. C'est-à-dire f est continue sur i si elle est continue en tout point de i, pour tout x dans i. Donc, vous voyez, ici, ça fait que delta dépend de x. Alors que ici, vous voyez, delta ne dépend pas de x. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qui s'appelle la continuité uniforme. Et donc, une fonction lipschitzienne est aussi uniformément continue. Et voilà, c'est ça c'est une information clé qu'on déduit du caractère lipschitzien. C'est que le module, ce qu'on appelle le module de continuité, le delta, dans le cas d'une fonction continue, delta, il peut dépendre de x. Et dans le cas d'une fonction uniformément continue, ce qui est dont un cas particulier est les fonctions m-lipschitziennes, alors en fait, on peut trouver un delta qui ne dépend pas de x. Vous voyez, delta, on l'a exprimé sans x. OK, bon. OK. Alors, on va passer à la suite. Alors, moi, le théorème 7.14, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà fait. J'ai l'impression que c'est presque le théorème 7.1.
inversement, lorsque f' de x0 égale 0, ah oui, ok, donc on fait une variante. Donc, retour sur les extrémas locaux. Donc, alors, donc nous, on avait vu, donc ça, c'était un des tout premiers théorèmes. Donc, si f de i dans R est dérivable, donc ça, c'est un intervalle. Donc, x0 est un extrémum local. Ça implique que f' de x0 égale 0. Donc, la contraposée de cet énoncé donne, alors je veux juste, ça me permet de se souvenir de ce que c'est la contraposée, donne donc f' de x0 différent de 0, ça entraîne que x0 n'est pas un extrémum local. Ok. Donc ça, c'est eux, ils l'ont mis dans leur théorème. Alors du coup, si f' de x0 égale 0, on ne peut pas, a priori, en déduire que x0 est un extrémum local. Et le contre-exemple, c'était la fonction, je l'avais donnée, f de x est égal à x au cube en 0. Donc, donc ce qu'on appelle un point critique de f est un x tel que f' de x égale 0. Donc, ce qu'on appelle un point critique, c'est un point où la dérivée s'annule. Alors, du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est des conditions en plus. Donc, on considère les points critiques. Et nous, on s'intéresse à savoir si le point critique, quels sont parmi les points critiques les points qui sont des extrémums locaux. Et donc, vu que ça nous... On sait déjà qu'un extrémum local doit être un point critique, mais maintenant, on veut des techniques. Enfin, c'est une question importante de savoir comment reconnaître un extrémum local parmi les points critiques. Alors, pour ça, on peut faire appel à la dérivée seconde. On peut éventuellement, lorsque f est deux fois dérivable,
utiliser la dérivée seconde. Alors, donc du coup, théorème. Donc, si f de i dans R est 2 fois dérivable alors, donc je vais dire les dérivables on va dire 2 fois et x0 appartenant à i est tel que f' de x0 égale 0. Donc x0 est un point critique. Donc, si de plus f seconde de x0 est strictement positif, alors x0 est, alors c'est un minimum global. Est un minimum local, je veux dire. Et si donc f seconde de x0 est strictement négatif, alors x0 est un maximum local. Alors, OK. Alors, RQ, quand même, remarque, si f seconde de x0 égale 0, on ne peut rien en conclure. On ne peut pas conclure. Si f seconde de x0, donc ça veut dire que f' de x0 égale 0 et f seconde de x0 égale 0, bah dans ces cas-là, on ne peut pas en déduire quoi que ce soit. x0, ça pourrait être un minimum local, ça pourrait être un maximum local, et ça pourrait être aucun des deux. Et d'ailleurs, donc f de x égale x au cube, elle est dans ce cas-là. En fait, donc, je vais faire un petit graphique. Donc, donc, je vais faire une fonction. Donc, f de x est 0. Alors, donc, f' de x0 égale 0. Donc, ça, c'est la tangente en 0, tangente en x0. Donc, juste i, il est plus gros. Hein. Donc, je n'ai pas fini le graphe, en fait.
tangente horizontale en x0. Et donc, si par exemple, on veut que x0 ce soit un maximum local, donc ici, j'ai une tangente horizontale. En fait, si vous voulez, donc ça veut dire que la vitesse de la fonction en x0, ça vaut 0. Et je veux savoir ce que ça fait après. C'est-à-dire, je veux savoir si ça monte ou si ça descend. Parce que si ça descend, ça veut dire que x0, c'était un maximum local. Et si ça monte, ça veut dire que x0, c'était rien du tout. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la dérivée seconde, parce que la dérivée seconde, elle va donner l'accélération. Donc, elle va donner une direction pour... vous voyez, donc, ça, c'est en fait, si f seconde de x0 est strictement négative, ça veut dire que l'accélération pousse la fonction vers le bas. Donc, si vous voulez, on a ça, c'est donc si f seconde de x0 est strictement négatif, ça c'est le vecteur accélération. Ça c'est le vecteur accélération. Et donc, ça va pousser la fonction à aller vers le bas. Et ça donne que x0 sera alors un maximum local. Et pareil pour donc c'est pareil pour les minimums locaux. Pour donc je vais pas dire ça comme ça, je vais dire pour f seconde de x0 strictement positive. Donc vous voyez, f de x0 en ce point-là, on a une tangente horizontale. Et en fait, on a aussi un vecteur accélération. Ça, c'est le vecteur accélération.
Alors, je ne vais pas faire la flèche comme ça. Donc, il va vers le haut, et celui-là, il allait vers le bas. Et du coup, là, dans ces cas-là, je peux continuer la fonction comme ça. Et x0, ce sera un maximum local. Et si jamais le vecteur, enfin, pour que ce soit pas un minimum local, pour que ce soit pas un maximum local, donc pour qu'ici ce soit pas un maximum local et qu'ici ce soit pas un minimum local, il fallait que, enfin, on aurait dû avoir que le vecteur accélération soit nul, qu'il n'y ait pas d'accélération. Donc là, on a un minimum local. Alors, OK. Alors, quelle heure est-il? Il reste 10 minutes. On a pile le temps de faire la règle de l'hôpital. Donc, règle de l'hôpital. Alors, ça n'a rien à voir avec un hôpital. En fait, l'hôpital, c'était le nom de famille du bonhomme qu'il a beaucoup utilisé. Donc, c'est une règle qui est nommée après un mathématicien, et le nom de famille de ce mathématicien, c'était de l'hôpital. C'était, je ne sais pas ce que c'était son prénom, Robert de l'hôpital. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la règle de l'hôpital. Mais avec le temps, enfin, les gens s'en souviennent pas comme étant le nom de famille du mec. Mais c'est pour ça qu'on met une majuscule, par exemple. Mais en anglais, ils traduisent par hospital, alors que normalement, c'est hôpital, même si on traduisait en anglais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Les gens s'en souviennent comme ça, donc ça a été conservé comme ça. Alors, donc, ça, cette règle permet de traiter les limites de la forme f de x divisé par g de x quand x tend vers tel que 0 et lorsque f de x tend vers 0 lorsque x tend vers x0 et g de x tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Du coup, la règle de l'hôpital permet de traiter cette forme indéterminée.
OK. Alors, en fait, donc, comment on fait? Donc, le théorème, c'est le suivant. Donc, théorème. Donc, soit fg de i dans R dérivable, tel que f de x tend vers 0 lorsque x tend vers x0, g de x tend vers 0 lorsque x tend vers x0, et on va dire g' de x0 est différent de 0. Alors, la limite quand x tend vers x0 de f de x divisé par g de x, ça c'est égal à la limite quand x tend vers x0 de f' de x divisé par g' de x. Donc en fait, c'est égal à f' de x0 divisé par g' de x0. Enfin, bon, dérivable, on va dire à dérivée continue. Donc, si f' est continu. Bon, je ne vais pas mettre cette manière-là. En fait, je vais mettre dans les hypothèses qu'elles sont dérivables à dérivée continue. Dérivable à dérivée continue. Et ça, c'est égal à f' de x0 divisé par g' de x0. Donc, vous voyez, ça permet d'exprimer une forme indéterminée en faisant appel aux dérivées. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est vrai? Alors, eux, ils proposent une démonstration. Alors, la preuve, c'est, donc, eux, ils prennent donc soit x appartenant à i. Alors, eux, j'ai l'impression qu'ils inversent le truc. Alors, je ne vais pas prendre les mêmes notations que ceux dans le papier. Soit x appartenant à i,
soit f de y, c'est f de y, g de x, moins donc f de x, g de y, pour y appartenant à x, x0. Donc, f de x, c'est égal à 0. F de x0 eux, ils appliquent le théorème de Rolle. Si je remplace y par x, ça fait 0. Mais donc non, je ne vais pas faire leur technique. Je pense qu'ils veulent utiliser le théorème des accroissements finis, mais ils font je ne sais pas quoi. Alors, attendez. Moi, je vais faire avec le théorème des accroissements finis. C'est beaucoup mieux. Donc, si vous voulez, f de x0 égale 0. Donc, par le théorème des accroissements finis, donc, quel que soit x strictement plus petit que x0, donc x appartenant à i, f de x moins f de x0, sachant que ça fait 0, c'est égal à f' de un certain c, c'est x fois x moins x0. Sachant que ça, c'est... Ça fait 0. Donc, pour un C appartenant à x vers x, x0. Et g de x0, ça c'est égal à 0. Donc, par le théorème des accroissements finis, quel que soit x strictement plus petit que x0 avec x appartenant à i, g de x moins g de x0, ça c'est égal à f' de g' de dx fois x moins x0 avec pour un certain dx appartenant à x, x0. Et sachant que ça vaut 0. OK. Donc ça, c'est très bien. Du coup, quand je vais faire f de x divisé par g de x, en fait, ça va faire f' de cx fois x moins x0 divisé par g' de dx
multiplié par x moins x0. Et ça, du coup, on a cette simplification. Du coup, et en plus, on peut contrôler, c'est-à-dire Cx et Dx, ils sont dans x, x0. Et donc, si la limite, quand x tend vers x0 de f', donc, du coup, la limite quand x tend vers x0 de f de x divisé par g de x, ça va être égal à la limite quand x tend vers x0 de f' de cx divisé par g' de dx. Et si si f' de x tend vers f' de x0, donc ça veut dire que f' est continu en x0, f', je vais gommer le second, et g' de x tend vers g' de x0 et que ça c'est différent de 0, donc g' aussi est continu, alors la limite de f de x divisé par g de x divisé par g de x pour x tend vers x0, c'est égal à la limite quand x tend vers x0 de f' de x divisé par g' de x, ce qui est égal à f' de x0 divisé par g' de x0. Alors, du coup, ça, c'est la fin. Alors, je vais vous donner le dernier énoncé qui est l'énoncé plus général. Donc, théorème. Alors, ça va me prendre toute la page, je pense, l'énoncé. Donc, je vais prendre f, g de i dans R et je vais dire qu'elles sont C infini, c'est-à-dire dérivables à l'infini. Alors, je me mets dans ce contexte-là, mais des fois, il n'y a pas forcément besoin qu'on puisse être vraiment dérivable à l'infini, juste peut-être le bon nombre de fois. Si vous voulez, on prend, on va dire, soit P, soit P le plus petit entier tel que fp de x0 soit différent de 0. Donc, ça veut dire qu'on a f de x0 égale 0, f' de x0 égale 0, f seconde de x0 égale 0, etc. jusqu'à fp de x0 qui soit différent de 0.
Alors, soit Q, le plus petit entier, tel que GQ de x0, ce soit différent de 0. Donc, ça veut dire qu'on a G de x0 qui est égal à 0, G' de x0 qui est égal à 0, etc. G Q de x0 qui est différent de 0. Ah, il est 52 là? Ah mince. Ok, bah, je vais m'arrêter. Je vais juste essayer d'écrire l'énoncé. Alors, la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x. Alors ça va être donc ça va être donc si P est plus petit que Q, donc si Q, donc 0, si Q est strictement plus petit que P, ça va être plus ou moins infini si Q est strictement plus grand que P et ce signe dépend du signe de Fp de x0. Et ici, ça va être, donc, si P égale Q, ça va être Fp de x0 divisé par Gq de x0. Donc, en fait, cette limite-là, ça va être égal aux limites des quotients f de x0 sur g de x0. Si ça ne marche pas, ça va être la limite des dérivés, f' de x0 sur g' de x0. Et si celle-là, ça ne marche pas, ça va être la limite des dérivés d'après. Si ça ne marche pas, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un des deux termes qui soit non nul. Et du coup, là, ça va marcher. Bon, allez, j'ai pris trop de temps, désolé, je vais m'arrêter là. Et peut-être que je le rementionnerai, je ne sais pas. Bon, ok. Peut-être qu'on en reparlera en TD. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, au revoir.